Alors, bienvenue sur cette page invitée sur Sika, mesdames et messieurs. Ravi de vous y retrouver. Aujourd'hui, nous nous consacrerons à parler défense des droits humains. Et pour en parler avec nous déjà ici, monsieur André Afanou. Il est le président du réseau Sentinelle CIS au Togo, plus précisément. Nous sommes donc avec lui. Monsieur André Afanou, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est pour moi un plaisir de partager avec vous et de parler surtout aux nombreux téléspectateurs qui suivent chaque jour Sika TV. Alors dites-nous, le réseau Sentinelle, parlez-nous-en. Qu'est-ce que c'est? Non, il faut dire qu'au Togo, comme dans d'autres pays, il y a un certain nombre de personnes qui sont engagées justement pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Ils le font généralement de façon volontaire, mais ce travail comporte un certain nombre de risques. Parce que voyez-vous, lorsque quelqu'un défend les droits des autres, il s'oppose à des groupes d'intérêt. Et ces groupes d'intérêt peuvent vouloir effectivement s'en prendre à la personne. Et donc le réseau Sentinelle est né un peu comme une réponse à la nécessité pour les défenseurs des droits de l'homme de disposer des outils nécessaires pour faire face aux questions concernant leur professionnalisation d'abord, leur sécurité ensuite. Donc notre premier objectif, c'est vraiment faire en sorte que les outils là soient mis à la disposition des défenseurs. Un autre élément important sur lequel nous travaillons, c'est que l'une des forces d'un défenseur des droits de l'homme, c'est de disposer d'un réseau, effectivement, où il peut connaître les bonnes pratiques que des défenseurs d'autres pays utilisent. Et donc, nous favorisons ce partage d'expériences et ce partage de bonnes pratiques entre les défenseurs des droits de l'homme. Nous œuvrons aussi à faire en sorte que les défenseurs des droits de l'homme puissent avoir de bons outils pour effectuer des plaidoyers pour l'amélioration de leur cadre d'intervention. Par exemple, dans certains pays, il y a une loi spécifique qui favorise l'accès à l'information justement en faveur des défenseurs, et il y a des lois spécifiques qui protègent les défenseurs. Enfin, nous essayons aussi d'offrir une assistance aux défenseurs des droits de l'homme qui se sentent en sécurité. Par exemple, lorsque on ne le souhaite pas, mais un défenseur se sent menacé et qu'il doit sortir du pays, nous offrons ce genre d'assistance-là, ou lorsque ce défenseur-là a besoin d'une assistance juridique, il a besoin de se payer un avocat. Donc ça fait partie, effectivement. Sentinelle l'assiste. Sentinelle fait ce genre de travail-là au Togo. Alors comment est-ce que le réseau Sentinelle arrive à évaluer toutes ces actions-là pour mesurer la portée, le fruit donc, de ces actions? Vous savez, le meilleur baromètre pour mesurer la portée d'une action que vous menez, c'est effectivement de demander, j'allais dire, aux bénéficiaires de ces actions-là, est-ce qu'elles sont satisfaites de ce que vous êtes en train de faire? Et dans le cas d'espèce, les défenseurs des droits de l'homme qu'il y a au Togo, par exemple, lorsque le réseau a été créé, je dirais que nous avons eu l'opportunité, grâce à un appui de l'Union européenne, d'aller au fin fond du pays pour regrouper tous les défenseurs, pour justement les informer sur le cadre légal de leur travail. Qu'est-ce qui les protège au niveau national, qu'est-ce qui les protège au niveau sous-régional et qu'est-ce qui les protège au niveau international. Donc, nous avons donné ces informations-là et nous avons aussi donné donc, des outils spécifiques qu'ils peuvent utiliser, que ce soit en matière de sécurité ou que ce soit même en matière de maîtrise de techniques de monitoring. Et le retour qui nous vient souvent, c'est effectivement un retour où les gens s'estiment assez satisfaits. Et il y a un collègue qui est venu de l'intérieur du pays qui m'a clairement avoué que jusqu'à présent, elle ne savait pas que les questions de sécurité liées à l'utilisation du téléphone portable, les questions de sécurité liées à l'utilisation d'un certain nombre de sites internet qui peuvent présenter des dangers, ou même le fait que lorsque, en tant que défenseur, vous travaillez sur votre ordinateur, vous devez prendre la précaution de faire ce qu'on appelle les sauvegardes, mais elle m'a clairement dit que ce n'est pas des domaines où elle avait des informations. Et donc cette satisfaction qu'elle nous exprime à travers ce propos est simplement l'un des éléments qui font que nous sommes plutôt contents. Monsieur André Afanou, venons-en à présent à la santé de la défense des droits de l'homme au Togo. Si on vous demandait de faire un état des lieux, que diriez-vous? Ça veut faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme ressemblerait un peu à faire, comme dans une entreprise, l'état du passif et de l'actif. Donc forcément, d'abord à l'actif, je pense qu'aujourd'hui, il y a au niveau du Togo un cadre qui favorise la liberté d'expression, la liberté d'association. Et nous qui sommes défenseurs, nous interagissons bien plutôt avec les autorités.
Je veux dire que chaque fois que nous demandons à être reçus, soit par un ministre, soit par le Premier ministre, on est reçus et nous partageons avec ces autorités-là nos préoccupations. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Sur le plan légal, il y a eu ces derniers temps aussi beaucoup d'évolutions, notamment en ce qui concerne l'adoption du nouveau code pénal, en ce qui concerne l'acceptation par les autorités de la nécessité de fournir des rapports aux organes des traités au niveau des Nations Unies et à d'autres instances. Il y a eu aussi l'abolition de la peine de mort et enfin une loi qui, de façon spécifique, a conféré l'attribution du mécanisme national de prévention de la torture à la CNDH. Nous avons 2 ou 3 réserves par rapport à cette loi, mais de façon générale, le principe est une bonne chose. Maintenant, pour relever les défis, le grand problème que nous avons au Togo, c'est que nous ne sentons pas de la part des autorités une volonté absolue d'œuvrer pour que l'impunité cesse. Quand vous voyez l'histoire du Togo depuis 1990, date où le mouvement démocratique a commencé, jusqu'à ce jour, vous voyez qu'il y a une série de crimes qui ont été commis par un certain nombre de personnes et que le drame, c'est que ces personnes sont toujours en fonction et que ces personnes, dans certains cas, sont même promues à des postes importants. Je vous rappelle par exemple qu'en 2005, il y a eu les événements malheureux qui ont suivi le décès du président Yadema. Et à la suite de ces événements-là, vous avez vu beaucoup de familles qui ont perdu leurs proches. En ce qui nous concerne, par exemple, nous avons déposé des plaintes pour le compte de ces familles-là. Et les tribunaux togolais n'ont jamais jugé ces affaires. Nous sommes allés à la cour de justice de la CEDEAO en juin de l'année 2013. La CEDEAO a condamné l'État togolais pour violation du droit à la justice. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu non plus de procès. Donc pour moi, le déni de justice est réel. Un autre domaine où il y a des défis en matière de respect des droits de l'homme, c'est effectivement les conditions de détention dans les prisons. La surpopulation carcérale est telle que vous rentrez à la prison, c'est comme si vous êtes condamné à attraper au minimum une maladie et dans le pire des cas, vous êtes condamné à mourir. Et je pense que c'est un élément que nous dénonçons régulièrement, sur lequel les autorités doivent travailler. Sans oublier également la situation des enfants nés en prison. Oui, et ça, la dernière fois que j'avais l'opportunité d'aller à la prison, c'était il y a 3 semaines. Vous voyez clairement des enfants, des bébés de 1 à une journée, je veux dire, à 6 mois qui sont dans les prisons, qui n'ont rien à y faire, mais qui y sont simplement parce que leurs mamans y sont. Je pense que c'est quelque chose, effectivement, sur lequel l'État doit réfléchir. Notre justice au Togo n'est pas une justice indépendante. Et vous imaginez toutes les conséquences, effectivement, que cela peut avoir sur le respect des droits de l'homme. Il y a eu une célèbre affaire, l'affaire des incendies, où, de mon point de vue, ce n'est que mon point de vue, la justice s'est empressée d'arrêter un certain nombre de personnes. Il y a même eu un cas de décès. Or, rien ne montre que ces personnes-là avaient la possibilité, effectivement. Il n'y avait pas d'indice sérieux qui pouvait faire incriminer ces personnes-là. Ceci montre un peu l'instrumentalisation du pouvoir, du service public de la justice. Il y a beaucoup d'affaires, effectivement, et ce qui fait que le manque de confiance des citoyens dans la justice amène ces citoyens-là soit à utiliser la vindicte populaire, soit à aller vers des tribunaux étrangers. Et comme je vous le disais, lorsqu'il y a des condamnations, notamment à la CEDEAO et au niveau de l'ONU, de l'État togolais n'obtempère pas. Donc moi je pense que, de façon plus générale, les institutions qui sont censées protéger les droits de l'homme sont des institutions verrouillées au profit du seul parti au pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que dans un autre cadre, on en appelle à ce qu'il y ait des réformes en profondeur. Ces réformes-là, il y en a dans beaucoup de pays. Je ne connais pas très bien la sociologie politique au Bénin. Mais nous avons constaté que lorsque le président Talon est arrivé, il a annoncé des réformes. Quelques jours après, il a mis en place une commission. Et cette commission s'est donné un chronogramme clair pour justement donner des orientations claires pour que les réformes soient faites. Au Togo, depuis 2005, le chef de l'État a pris l'engagement de faire des réformes. Il ne les a pas faites 11 ans après. Donc nous doutons un peu de la bonne foi des autorités quand il faut lutter contre l'impunité. Nous doutons de la bonne foi des autorités lorsqu'il faut sanctionner les gens qui s'en prennent aux citoyens. Et nous doutons de cette bonne foi lorsque malheureusement, lors des manifestations publiques, on voit que des gens perdent la vie. Au nord du pays, par exemple, à Dapao, à Mango, il y a eu des manifestations, des gens ont perdu la vie et il n'y a pas eu de sanctions exemplaires. Alors que dans d'autres domaines, par exemple, le chef de l'État, à un moment donné, il y avait beaucoup de morts sur les routes. Il a décrété cette année l'année de la sécurité routière. Ça veut dire que s'il a la volonté, il peut prendre des mesures fermes. Donc nous en appelons à ce que, effectivement, cette volonté déclamée théoriquement se manifeste à travers des actes concrets en faveur des droits de l'homme au Togo. Et voilà qui vient donner encore raison, une fois encore, à l'existence de la CPI, hein, parce que généralement, un bon nombre d'Africains
s'offusquent en disant que c'est une cour qui a été créée pour les Africains. Il faut laisser les Africains se juger par eux-mêmes. Mais si au niveau de chaque pays africain, on ne se dote pas d'appareils judiciaires assez robustes, accompagnés de grandes volontés des dirigeants d'aller jusqu'au bout donc des actions en justice, eh bien, est-ce que on n'a pas raison de s'offusquer? Mais oui, bien sûr, je crois que vous avez tout dit. En réalité, moi, je pense que le débat sur la CPI et l'opportunité d'avoir une cour africaine, c'est un faux débat. Dans la mesure où lorsque vous avez, excusez-moi de parler ainsi, lorsque vous avez un voleur dans votre maison et qu'il y a un voleur dans deux autres maisons à côté et qu'on vient attraper le voleur chez vous, vous ne vous offusquez pas parce que la police est venue arrêter votre voleur. La question, c'est de savoir est-ce que la personne a commis effectivement le vol. Le débat de fond, c'est de savoir les personnes à qui la CPI demande des comptes. Est-ce que ces personnes, au minimum, ont des liens avec les crimes qui sont en cause? Si ces personnes ont des liens, nous devons plutôt remercier la CPI. Vous savez, lorsqu'on parle de l'aide au développement, les pays africains ne se plaignent pas. Ils ne disent pas pourquoi la France ne donne pas, par exemple, des ressources au Danemark, à Israël. Ils sont contents, ils tendent même la main. Beaucoup de nos pays ont des budgets qui sont complétés en grande majorité par l'Union européenne, par la France et par les Occidentaux. De la même façon que vous tendez la main pour qu'on vous donne de l'argent, mais acceptez que, surtout lorsque vous ne donnez pas les bons exemples, on vienne vous aider effectivement à assainir votre maison. Et moi, je pense que c'est une contradiction que nos chefs d'État sont en train de promouvoir. Et surtout, ils donnent l'impression effectivement qu'ils ne veulent rendre compte à personne. Lorsque vous faites le bilan en termes d'impact psychologique du travail de la CPI, vous découvrez que beaucoup de personnes dans nos pays, justement, en Afrique, je veux dire, sont très prudentes. Pourquoi est-ce que Blaise Compaoré, au Burkina Faso, lorsqu'il y avait des manifestations, n'a pas eu le courage de faire tirer sur les gens? C'est parce qu'il savait qu'il y avait l'épée de Damoclès de la Cour pénale internationale. Moi, je discute avec un certain nombre de personnalités dans mon pays. Je sais que ces personnalités-là ont peur qu'en fonction du principe de compétence universelle, vous commettez des crimes ou des violations des droits de l'homme dans votre pays, il y a des chances qu'on s'en prenne à vous, que vos voyages, à la limite, soient restreints. Donc, je pense que c'est de bons développements qu'on a plutôt au niveau international. Si les Africains ont les ressources nécessaires, c'est très important. L'Union africaine elle-même est financée en grande partie par des fonds étrangers. Donc, à plus forte raison, une cour spécifiquement dédiée aux crimes sur le continent africain, dans quelle mesure on peut s'assurer que ces cours-là vont fonctionner de façon indépendante? Regardez le procès d'Hissène Habré. C'est beaucoup de ressources financières que cela engrange. Donc imaginez qu'il faille avoir beaucoup de procès comme ça. Non, moi je pense que c'est vraiment définitivement un faux débat. Le monde est aujourd'hui devenu un village planétaire. Lorsque une nouvelle technologie est promue aux États-Unis, en France, au Japon, aucun Africain ne se plaint effectivement d'utiliser cette nouvelle technologie-là. Donc, si dans le domaine de la garantie de la bonne gouvernance ou de la lutte pour les droits de l'homme, donc en faveur de la fin de l'impunité, il y a cette cour qui fait son travail-là, il faut la saluer et encourager les Africains à effectivement montrer leur volonté. D'ailleurs, je terminerai en précisant que la Cour pénale internationale a ce qu'on appelle le principe de complémentarité. La Cour pénale internationale n'intervient que lorsque les juridictions nationales sont défaillantes. Donc je pense que définitivement, ce procès n'a pas lieu d'être. Alors, ce sera tout pour cette page invitée. Nous vous remercions, Monsieur André Afano. Je rappelle, vous êtes le président du réseau Sentinelle au Togo, un réseau de défense des droits de l'homme. Merci d'avoir accepté prendre part à cette page invitée. Encore une fois, c'est moi qui vous remercie plutôt pour cette opportunité. J'espère qu'on l'aura souvent, c'est tout. Alors, merci pour votre aimable attention et à très bientôt. Au revoir.